C'est au 30 décembre 2018 et il est minuit passé. Et toujours le thème, le titre, l'homme et ses peines. Et donc, j'ai pensé là tout de suite à l'âme en peine, ou le corps en peine, ou l'esprit en peine. De toute façon, tout est en peine. Il n'y a que ça. Et il y a des choses comme ça dans la vie qui, dont on acquiert la conviction parce que on les a expérimentées maintes et maintes fois. Et donc, quelque chose, pour qu'elle soit valide, doit être expérimenté dans plusieurs contextes et sur plusieurs années, par exemple au niveau du temps, au niveau d'un certain nombre de choses. Et il est possible d'affirmer de façon catégorique que je vais passer la nuit un peu comme cette nuit comme je l'ai passée hier. A priori, je ne vais pas être réveillé par un appel ou par la visite de quelqu'un. Je peux être réveillé par un bruit et ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. Mais, mais par quelque chose de sympathique. Je ne sais pas, une surprise, une bonne surprise. Non. Donc ce propos, il est là juste parce que j'aurais pu le mettre sous un intitulé ou un autre. Il est là pour signifier cette chose. De, on parle du passage, de l'heure du passage. Euh, donc minuit passé, on est passé au 30. Bientôt, on va passer à l'année d'après. Et on a des décomptes comme ça. On est passé à telle année, puis à une autre, à une autre. On est sous le calendrier grégorien et voilà, donc on va passer. Et puis d'autres régions du monde ont un autre calendrier, souvent plus antérieur, et donc bon, il n'y a pas de concurrence de calendrier. Mais on est du calendrier du pays dans lequel on vit, donc on ne va pas se penser ou se projeter dans l'an 2900 et quelques qui est suivi par un peuple qui se trouve à quelques milliers de kilomètres d'ici. Non, on s'en fiche un peu. Ils font ce qu'ils veulent et décomptent le temps qu'ils veulent. Ils font partir leur calendrier. Ah, il y a moins, je ne sais pas, 40 000 ans s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Certains sont limités par la limite des 6 000 ans parce qu'ils sont bon, dans un schéma qu'on connaît, mais d'autres ne le sont pas, ils peuvent très bien se revendiquer d'une antériorité inégalée ou inégalable et inégalable. Et donc ça fait donc c'est cette certitude que euh, quel- quelque chose euh, que il y a de la répétition, il y aura de la répétition. C'est pas parce qu'on va changer un chiffre qu'on va changer une réalité. Donc, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et donc, cette histoire de euh, pour celui qui est dans une réalité psychique un peu difficile, il peut avoir l'impression que le temps ne passe pas, comme une sorte d'allongement du temps, ce qui les secondes lui paraissent durer des minutes et les minutes des heures, et donc il y a comme une perception altérée du temps et qu'il supporte plus ou moins selon les moments. Et voilà la chose. Donc on est, c'est témoigner de cet instant
de silence et de séparation. Les gens se mêlent les uns aux autres, la journée, la nuit, ils se retirent. La plupart, en tout cas, se retirent dans leur lieu d'habitation, d'endormissement, ou je ne sais pas comment le dire, ils se retirent dans des espaces euh, qu'ils se sont aménagés avec ou sans compagnie. En tout cas, les choses sont ainsi. Là, on essaye, peut-être certains, si on écoute avec le temps, et on va voir des choses intéressantes que je pourrais reprendre parce que ça a été tourné, la tournure que prennent les phrases, il y a un style auquel je ne peux pas prétendre, en tout cas dans ce type d'exercice, qui est plutôt de l'ordre du récit, si on peut dire, ou du commentaire, donc, ou du développement d'un propos. Et là, je viens d'entendre le titre, je comprends pas ce qu'a raconté l'histoire, le titre d'une chanson d'un groupe musical, le titre était SOS. On a envie de lancer un SOS. C'est marrant puisque on n'est pas sur une île déserte ou tout seul, livré comme ça à la nature. On est au milieu de gens, on ne peut pas le marquer, cet SOS. Personne, j'ai jamais vu personne à sa fenêtre marquer SOS. Sur une plage d'une île, naufragé solitaire peut le faire. Mais un citadin naufragé ne peut pas le faire, ne peut pas marquer SOS. Et or, personne n'indique au dehors l'état dans lequel il vit. Ça se fait pas. On peut pas, on n'a peut-être pas le droit, en tout cas, personne ne met à sa fenêtre quelque chose, disons quelque chose ou autre, un message, peu importe la nature de sa nature, mais un message transmettre. Moi, si j'avais un message, ce serait SOS. Mais, euh, mais ça peut retenir l'attention de quelques-uns, mais c'est pas parce qu'on a demandé qu'on sera, comment dire, euh, que qu'on aura quelque chose, qu'on sera entendu. Demandez toujours, demandez si vous voulez, mais n'attendez pas que les autres acceptent de se proposer ou de faire quelque chose pour vous, car à un moment, on pense que les autres, chacun, et doit s'occuper de lui-même, doit assurer la bonne marche de sa vie. Les gens sont là, ils vous certifient une certaine pacifique, comment dire, une certaine dose de pacification dans les relations. On essaie de vivre ensemble, même si on n'a pas choisi ni ses voisins, ni les gens qu'on va rencontrer ici ou là, mais on essaie de faire en sorte que tout se passe sans trop de problèmes, qu'il n'y ait pas de heurts. Si on touche quelqu'un, on s'excuse. S'il nous touche, il s'excuse dans la plupart du temps. Et, et s'arrête, ça reste, comment dire, sans conséquence. Et là, donc normalement, voilà, on vous a accordé les moyens, d'une certaine façon, on vous a outillé. Et donc c'est pas à nous de venir remédier ou de venir vous donner les clés de la vie. Ça serait quoi un mot de réconfort? Mais ça pèse quoi un mot de réconfort face
à face à la, comment dire, au caractère de rouleau compresseur d'une situation donnée. Une situation peut être totalement devenir hors maîtrise, hors contrôle. Elle se déroule, vous vivez votre vie un peu en dehors de vous-même. Vous n'êtes plus le pilote ou le conducteur de votre vie, vous êtes euh, une sorte de une sorte de fantôme. Je sais pas, vous êtes un zombie d'une autre nature, un zombie qui a toutes les apparences d'un vivant en bonne santé, mais qui finalement il est zombifié de l'intérieur. Il n'a plus de volonté propre. Il est guidé par l'instinct primaire, c'est-à-dire se nourrir et se maintenir dans une certaine normalité, mais au-delà, rien. En apparence, il donne satisfaction, mais finalement, il est complètement absent. Voilà, l'homme et ses peines, l'homme en peine, l'homme qui connaît la douleur, cette douleur qui, à force d'être répétée, voilà encore un problème avec les mots. Vous en usez et ils vont suruser. Au bout d'un moment, vous dites la douleur, vous dites la souffrance, et au moment où vous le dites, vous n'êtes pas en douleur, vous n'êtes pas en souffrance. Vous êtes dans un état qui ne peut pas être décrit. C'est quoi la douleur? C'est quoi la souffrance? Euh, euh, L'émotion qui reste, c'est quand quelque chose passe devant vous, une histoire, et que dans cette histoire, il y a une petite angoisse, il y a une récompense. Et vous êtes encore, je suis encore sensible à la récompense. Quelqu'un a fait quelque chose, et puis il a été récompensé, et peut-être il a pris peur. Tout à l'heure, j'ai vu le visage d'Angelina Jolie, j'ai bien regardé. Il y avait un article qui disait qu'elle peut-être qu'elle allait se présenter à l'élection présidentielle et quand je me rappelle l'état, son visage que j'avais vu et qui était aminci et qui était carrément, qui faisait peur, hein, les yeux exorbités, et etc., etc. Je me dis, il y a bien sûr, il y a le maquillage, mais elle est revenue en forme. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, le, ça, j'étais curieux de savoir parce que son état m'avait interpellé, parce que ça faisait peur. Son visage faisait peur. Maintenant qu'elle a un visage normalisé, euh, j'ai bien regardé le visage. Donc j'avais cette curiosité-là. Mais autrement, quand je parle de moi et quand quand je me décris comme un être souffrant, ben, ça correspond pas. Ça correspond pas. Il faudrait inventer des mots. J'essaie avec des phrases, mais ce n'est pas ça. Il faudrait inventer des mots, il faudrait inventer une langue, il faudrait inventer des sons, il faudrait inventer des silences parlants, des silences signifiants. Là, ce qui reste, c'est quelquefois les inflexions de la voix. Mais encore, je ne sais pas s'ils sont enregistrés, s'ils sont, c'est cette, comment dire, la façon qu'on a de dire un mot, de le dire avec légèreté ou de le dire avec une certaine. D'ailleurs, c'est marrant. En général, les gens qui font cette erreur, ils se trompent parce qu'ils sont en train de lire. Ils se trompent pas sur
L, ils disent le L à la place du D. Et donc, quelque part, ça peut arriver même quand on parle. Donc, je viens encore de perdre le fil. Et finalement, donc, la façon qu'on a de marteler les mots, de les mettre en ordre, de les classer, d'appuyer sur un mot plutôt que sur un autre. Mais malgré ça, j'habite pas ces mots. Alors, la palette de souffrance de l'être humain, ou de mal-être, ou de quelque chose qui n'est ni un malaise, ni un mal-être, ni c'est ce n'est pas être dans les mots qu'on dit, c'est pas être dans l'instant dans l'espace qu'on occupe, c'est être euh, c'est être autre chose ailleurs, au-delà des mots qu'on dit, peut-être un peu plus, on est peut-être plus que les mots qu'on dit, ou alors on est moins que les mots qu'on dit, puisque si on n'a pas en possession toute la palette des mots, alors évidemment, on va utiliser toujours les mêmes. Mais quand on voit à quel point il y a pléthore de mots, il y a une quantité invraisemblable de mots, de synonymes, d'antonymes et tout ce qu'on veut, il y a énormément de possibilités, mais chaque être humain à sa disposition une quantité plus ou moins limitée des mots qui existent et il ne peut pas les convoquer tous s'il est dans un environnement, dans une sorte de stimulation, comment dire, il appartient à cet environnement, il aura pour tendance de choisir les mots qui sont utilisés dans cet environnement. Quand il est dans un autre environnement, ça va changer. Donc, obligatoirement, mais comme quand on n'est pas de son univers, les mots qu'il utilise peuvent nous paraître très, comment dire, hors de notre portée. Non, c'est juste une sorte de spécialisation, une sorte de particularisme, une sorte euh, de, de marque. Alors moi, j'appartiens à un moment, donc j'ai les mots qui rentrent dans cette catégorie-là. Évidemment, ils ne me satisfont pas parce que ils ne sont pas nombreux, mais parce que euh, il faut, comme on dit, il faut mettre des mots sur le ressenti, mais quand on dit le mot douleur, on s'attache plus à essayer de bien le dire, douleur, puisque ce n'est pas évident la douleur. Donc il faut travailler sa bouche, sa cavité buccale pour bien sortir le mot tel qu'il se dit, tel conventionnellement il est comme ça. Alors on ne peut pas dire la douleur, on ne peut pas dire la douleur, on ne peut pas dire la, on doit dire ou et eux après, la douleur, la douleur. Mais c'est tout, ça s'arrête là. D'ailleurs, c'est quoi la douleur? C'est au moment où on ressent réellement de la douleur. Moi, je dirais plutôt à certains moments, j'ai utilisé le mot détresse. J'étais en détresse. Et là, c'est la détresse a beaucoup plus de signification que le mot douleur. Euh, Même si les deux sont passagers, se sentir en détresse, se sentir sous l'emprise de la douleur, sont des états passagers. Car souvent, nous sommes dans des états intermédiaires ou dans des états autres, ni complètement dans une, le contrôle d'une émotion, ni sous le contrôle d'une autre, rien. On n'est pas sans émotion, mais
on on a des émotions. En fait, finalement, quand on parle, la chose, c'est que c'est la parole, le fait de parler génère une distanciation avec les mots qu'on dit. Si, par exemple, euh, je, euh, je ressens une douleur à l'évocation d'un souvenir ou d'une scène, et quand je parle pas, que je suis pas en train de parler, donc je vais tenter, plutôt ça me fait de l'effet, je vais tenter de l'évacuer. Je vais tenter, je vais en éprouver un peu de de son caractère de pénétrabilité. Je vais être, ça va pas passer comme ça. Je vais éprouver une sensation, euh, je vais me sentir en face d'une difficulté, mais je vais faire en sorte de, la mettre hors de mon esprit, c'est-à-dire de la cacher à mon esprit, ce qui est une opération un peu particulière, mais je l'enterre, je l'ensevelis sous d'autres choses qui viennent, d'autres images, d'autres scènes, de façon précipitée, et évidemment au rythme du cerveau plutôt, voilà, qui lui fait les choses à la vitesse dont il est capable. Et même si quelquefois il a tendance à vouloir faire du surplace et à ne pas aller voir ailleurs. Et, et voilà, donc c'est des choses comme ça qu'on dit. Je surveille le temps. Et donc là, c'est un propos que je reprends quelques heures après le précédent. Je ne sais pas, 3 heures peut-être. En tout cas, donc, on voit un peu la différence. Les paroles viennent un peu plus facilement, mais encore une fois, pourquoi faire? Euh, les événements de la journée se sont évidemment éteints. Il n'y a plus d'hélicoptères, il n'y a plus rien. Donc l'agitation de la journée a cessé. La nuit, elle permet des choses, de reprendre son souffle, de changer d'ambiance, d'aller se, se réénergiser, quelque chose dans ce genre. Les gens, à l'occasion de ces mobilisations, ont finalement ont pris conscience de la force qu'ils ont quand ils sont en nombre, ont pris conscience qu'ils comptent plus quand ils sont ensemble plutôt quand ils sont chacun de leur côté. On a tellement défendu l'idée de la vie un peu en solitaire, on couple la vie en individualité, que finalement chacun a, a fini par penser qu'il n'avait pas besoin des autres. Pas le dire et le défendre, non, je suis libre, j'agis en être autonome, j'ai pas besoin de me lier. Qui dit se lier, c'est aussi un peu dépendre, j'ai pas besoin d'entacher mon indépendance en me rendant dépendant, euh, en me mettant dans des situations dans lesquelles je dois accepter certaines compromis, etc., d'écouter les autres, de faire attention aux autres. Et donc là, ça montre que dans l'opération, les gens sont plus gagnants quand ils sont ensemble plutôt quand ils sont seuls à vouloir se défendre, soit contre l'État, soit contre autre chose. Mais en tout cas, contre une puissance, il faut se rendre puissant pour pouvoir s'y opposer, lui faire face et essayer de gagner sur elle. Seul, on n'est pas puissant. Seul, on est seul. On peut arriver face à n'importe quelle
puissance, on est vaincu immédiatement. D'ailleurs, ça nous donne même pas envie de combattre puisqu'on sait, on connaît l'issue d'avance. Et voilà, donc le problème est là, quand on croit au collectif et qu'en fait on est réduit à vivre en individuel, euh, forcé en quelque sorte, avec plus ou moins avec plus ou moins de responsabilités individuelles là-dedans. Il y a toujours de l'individuel dans le destin des individus. Il y a toujours une part de responsabilité individuelle dans le sort que connaissent les individus, qu'ils soient les déterminants sociaux, économico, culturels sont évidemment agissants, mais ils ne sont pas les seuls. Si, par exemple, vous avez envie de comprendre des processus économiques ou sociaux pour mieux, si par exemple pour mieux agir, pour mieux quelqu'un qui prend le temps de s'instruire à propos d'une chose importante, c'est qu'il l'a choisi. Il aura toujours cette, comment dire, ça lui sera utile. Il pourra dire je parle en connaissance de cause. Je sais que si on parle de transfert d'argent, je sais comment ça se passe, le transfert social d'argent. Je sais ce que je peux demander et je sais que les arbitrages faits par l'État, je les conteste parce que je sais qu'ils sont faits de telle façon à arranger des personnes. D'ailleurs, j'avais lu un titre qui disait que le président de la République, il y avait les Macron Leaks, et donc il disait, le titre, hein, je n'ai pas lu l'article, il disait que l'argent de la taxe carbone allait servir à exonérer certains patrons des charges, c'est-à-dire à alléger encore la part des charges pour le patronat. Donc quelque part, il y a donc savoir ce que ça signifie, cela, quand on parle de la politique de l'offre, ce que ça signifie. Une fois qu'on a... Donc il y a cette part de responsabilité. Après, ce qu'on a appris, le temps qu'on met, ça devient un temps social, un temps socialement utile, puisque finalement on peut en faire profiter d'autres qui eux ne sont peut-être pas, n'ont pas le temps, totalement le temps de le faire. Donc on peut le dire, transmettre, faire passer, faire un résumé, expliquer les choses de façon succincte, mais expliquer quand même, avoir la possibilité de le faire. Donc l'homme et ses peines, c'est aussi le problème de savoir s'il est en adéquation avec quoi que ce soit. À un moment donné, on a l'impression qu'on est seul euh, dans sa propre vision des choses et que on n'est pas, on, on est face, comment dire, on élabore des choses, mais on les élabore dans une sorte de rapport à soi, uniquement entre soi, et il n'y a pas les autres dedans. Même si on essaie d'en prendre compte, il n'y a pas les autres. Les autres, c'est cette possibilité d'être contredit, cette possibilité d'être remis en cause. On ne s'auto-remet pas en cause aussi facilement qu'on puisse le penser. On se remet en cause, mais en restant toujours dans sa propre configuration, dans ses propres schémas. Et quand on a l'occasion de, de, d'exister à côté des autres, on se rend compte à quel point on était dans l'approximation et que c'est dans l'entre-soi et que cet entre-soi entre soi et soi et que cette situation-là n'était pas la bonne finalement, pour parler simplement. Alors l'homme et ses peines,
Évidemment, on n'est pas dans la situation où euh, on est à tirer une charrue, enfin, à, à labourer. On n'est pas des laboureurs, on n'est pas des hommes qui travaillent à la journée, on n'est pas des, des serfs, ni des esclaves, ni des choses. Il y a eu des moments où les gens étaient beaucoup plus dans la difficulté et dans la précarité, même si c'est un terme contemporain, la précarité alimentaire et la précarité sécuritaire, si je peux le dire comme ça. Et donc, il y a malgré tout un état de fait dont on profite sans nous rendre compte. Il y a une certaine le la paix civile, ça me convient pas puisqu'on est dans un contexte où on parle de euh, quand on appelle à la guerre civile pour essayer de faire, c'est-à-dire euh, pour essayer de créer des bouleversements, pour essayer de changer le rapport des forces, pour faire en sorte qu'une classe donnée puisse atteindre ses objectifs, c'est-à-dire s'assurer plus de revenus, plus de moyens, et voilà, donc, et sortir un peu de l'impasse, sortir un peu du sentiment de non pas d'impuissance, mais de le sentiment d'être limité dans ses désirs, dans ses besoins et dans ses ambitions globalement. globalement. Alors voilà, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Euh, j'ai dépassé le cadre strictement individuel et je me retrouve dans des présentations, dans des développements à caractère collectif. Oh, qu'est-ce que ça m'apporte, l'homme? Et on se demande, puisque on a été capable toujours à énormément de précautions quand on affirme cela, on a été capable à un moment donné, même si c'était il y a un moment, d'avoir une présentation, de faire, on a produit des synthèses, on a émis des idées, on a formulé des choses, et comment ça se fait que ces choses-là n'ont pas marqué les gens, n'ont pas suffisamment marqué les gens pour qu'ils nous restent fidèles? Comment ça se fait que notre personnalité n'a pas impacté suffisamment ceux que nous avons connus pour qu'ils tiennent à rester en contact avec nous? Et donc c'est cette interrogation qui est assez difficile. Là, pendant que je le dis, là, je le vis. Je vis la question, je ne cesse de me la poser. C'est et donc finalement, ce type de propos, il est une partie, juste un extrait des propos qui m'accompagnent. À un moment, c'est comme dit, je mets ces mots en musique, je dis, je mets ces pensées ou ces choses que je ne sais pas exactement nommer, et je les mets en mots. J'essaye de les mettre en mots, mais je ne peux pas tout mettre en mots. Quand par exemple, je me mets sous la, sous le- quand je choisis un thème, évidemment, je suis sous pas dire l'emprise, mais je dois un peu rester proche de ce type. Donc, je ne peux pas partir ailleurs, trop loin. Et au niveau des impressions qui sont gardées et qui ne sont pas, qui ne sont pas dites, et là, par contre, il y a tout est, tout se produit, il n'y a pas de,
il n'y a pas de besoin, il n'y a pas besoin d'être dans une quelconque cohérence comme ça, ni ni de rester, ni de faire du hors-sujet, rien. Tout est possible, mais c'est pas nous qui décidons. Je décide pas, tiens, j'ouvre cette journée sous les auspices, ou alors cette journée, je vais lui donner ce thème, ou je vais la colorer. Non, je ne choisis pas. Ce qui arrive, il arrive, soit parce qu'il aura commencé il y a un moment, soit ça commence le jour même, et puis ça part. Il y a des moments, par exemple quand je fais la vaisselle, c'est un moment où là aussi on décroche. Quand on fait la vaisselle, on pense à rien. C'est un moment de vide un peu. Mais ailleurs, même quand on fait, on, on fait certaines choses, on est dans des, comment dire, à aller d'un- d'une scène à une autre, et donc on est tout le temps dans le déplacement et un peu dans la contemplation, puisque on peut rien changer, donc on contemple, on regarde. On est euh, comme une sorte de diaporama, voilà, continu, voilà, et voilà, donc l'homme souffre souvent inutilement, il vit difficilement certains moments de sa vie, l'arrivée de la vieillesse signe je ne sais quoi. Il y a des gens, on entend parler de la mort d'un tel qui a approché les 80 ans. On se dit, oui, qu'est-ce que ça laisse comme trace? C'est une information qu'on arrive à digérer très très vite, à l'instant même. On- Évidemment, quand on parle de quelqu'un, c'est qu'il était connu. Et s'il est connu et quand même un peu lointain, ça reste le temps de la formulation de la nouvelle ou de la lecture de la nouvelle. Mais ça ne va pas plus loin. Ça ne nous fait pas réagir. On ne peut pas dire que je dois consacrer une partie de ma journée à l'idée de mort. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été rappelé à à cela. Donc, on m'a aidé, on m'a amené à penser à cela, repenser à cela. Donc, je dois consacrer une partie de ma journée à penser à cela, à m'imaginer mourant, à m'imaginer mort, à m'imaginer enterré, comment cela va se passer, puisque normalement j'ai pour moi l'éternité. Mais ce n'est pas vrai, c'est une fausse éternité, c'est une éternité à géométrie variable ou c'est une éternité à durée très limitée. Mais en tout cas, est-ce que je peux laisser est-ce que je peux dire, tiens, sur mes os, je voudrais que vous inscriviez sur mes os, au bout d'un moment, vous sortez mon squelette, vous prenez mes os et vous marquez, vous gravez mes initiales dessus, ou mon nom de famille, etc., pour qu'on sache bien à qui ça appartient. Et puis que même quand ils auront été dispersés, si jamais quelqu'un les retrouve et dit, ah, tiens, celui-là appartient à un tel, on l'a déjà rencontré, on l'a déjà mis en catalogue, et voilà, celui-là appartient à un tel, rendons-lui ce qui lui a appartenu, ou ce qui lui appartient depuis toujours. Voilà comment euh, la mort, et voilà, la question, c'est qu'on ne sait pas, évidemment, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se produire, puisqu'elle dépend d'un ensemble de causes, et ces causes peuvent se trouver réunies presque à n'importe quel moment.
des défaillances peuvent se produire à partir d'un certain âge sans qu'on ait été averti. Donc à un moment, puisque c'est un rappel, c'est une sonnette d'alarme, c'est à un moment donné, il y a un avertissement et cet avertissement, il doit être pris en compte. Et euh, il faut, alors comme on dit, si je dois mourir dans un an, quelles dispositions je voudrais qu'on respecte, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois, comment je voudrais être traité. Dans un an, dans 2 ans, j'ai plus de temps. Si je dis je, je meurs dans 2 ans, donc dans 2 ans, ça me laisse plus de temps pour me préparer. Mais il faut quand même que je me prépare comme si j'allais mourir d'ici un an, ou d'ici 2 ans, ou d'ici 5 ans, mais que la mort, c'est quelque chose qui m'est assuré. Donc je dois la prendre en compte, pas comme les gens qui se fabriquent un cercueil et qui dorment dedans, dans les balcons, je ne sais pas exactement où, et qui se familiarisent avec leur cercueil. Mais pour moi, ça ne change rien. Je ne peux pas le faire ici, mais ça ne change rien que je me familiarise ou que je ne me familiarise pas. Moi, quelque chose qui avait retenu mon attention, c'était les cercueils qu'on faisait dans une région en Afrique et qui étaient décorés telle façon, euh, sous forme de voiture ou d'avion d'oiseaux ou d'autres, mais qui finalement, vu la nature du sol là-bas, comme ils sont faits en bois, la nature du sol sont dégradés très rapidement. Le bois est récupéré par les termites, etc. Il en demeure rien. Donc même si normalement un cercueil, on l'a pendant un certain temps, on l'a avec soi, on en prend soin. Mais une fois sous terre, il peut se dégrader rapidement. Donc il peut se dégrader. Donc à un moment, qu'est-ce qui va se dégrader le plus vite? Nous ou le cercueil? Et on sait que notre matière va être mélangée à la matière de ce cercueil. Évidemment, un mort quelque chose de mort, le bois est mort, c'est pas une manière de se, comment dire, euh, c'est normal que ce qui est mort contienne ce qu'il est aussi. De morts qui se rejoignent, même si ils ne font pas partie de la même espèce. Et voilà, donc l'être humain, d'une certaine façon, et le problème, c'est qu'on convoque quand on fait des dialogues avec les gens qu'on a connus, c'est que souvent on ne fait pas de dialogue avec notre parentèle. Un grand-père, on ne l'a pas connu. Donc on ne le convoque pas, on ne l'a pas assez connu pour euh, pouvoir initier ce dialogue imaginaire ou ce dialogue un peu fabriqué, faux dialogue en quelque sorte. Et, euh, et, et en fait, je ne sais pas si on aurait voulu qu'on ait à côté de soi toute sa parentèle pour pouvoir euh, la voir comme support et comme source d'inspiration et source, je sais pas. En tout cas, je fatigue, là il est 1 heure, donc c'est euh, euh, le propos est souvent prendre la parole dans ce type de cas exige d'avoir le ventre vide. Si le ventre est plein, l'esprit est un peu se fatigue. Et puis il faudrait, il est possible de parler plus, mais à ce moment-là, ce serait une sorte de surenchère
je le fais pour me prouver que je peux le faire. Moi, je le fais pas. En tout cas, qu'est-ce que la parole d'une personne en souffrance, en difficulté, euh, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce que cette parole peut dire à une autre personne, en quoi ça peut l'intéresser, en quoi ça peut l'interpeller, euh, l'interpeller, lui parler. Comment peut-on parler à quelqu'un à travers cet intermédiaire qui est l'Internet, et puis à travers, alors que cette personne qui est souvent distante, lointaine, même les gens qu'on a connus, ils se sont rendus lointains, presque impossibles euh, à rejoindre. Et donc, la distance, euh, la distance dans tous ces aspects fait que toute parole a très peu de chances d'aboutir, d'arriver là où elle doit arriver. Si on lui pense un lieu d'arrivée, si on lui pense un rôle à jouer, une mission d'intermédiation entre une personne et une autre. Il est largement possible et largement acquis qu'il faut douter de cela, la capacité qu'a la parole sous cette forme d'intéresser quelqu'un et de bénéficier à celui qui la propose. Voilà. Nous sommes, comme on dit, frères ou sœurs en humanité. Nous affirmons par-delà l'existence, par-delà les différences de nos situations, que nous avons une proximité forte, que chacun de nous est, est la réplique de l'autre. Et il y a, comme on dit, plus de choses qui nous rapprochent que l'inverse. Et c'est même plus que cela. Nous sommes tellement proches que cela en devient quelquefois un peu, euh, je veux dire, comment, non pas étouffant, mais un peu, voilà, nous pouvons affirmer nos différences, mais mais nous ne sommes pas convaincus que nous sommes différents. Nous ne sommes pas différents. Donc, dans cette expression à laquelle j'ai recours pour parler de la difficulté d'être, d'exister, évidemment, euh, j'ai pensé tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait de Patrick Veil, j'ai cherché quelque part et j'ai trouvé, j'avais fait comme clé de recherche Veil. Évidemment, c'est Simone Veil qui est sorti, mais c'est une philosophe, dite philosophe. Et puis il y a l'autre Simone Veil qui est morte il y a pas très longtemps et qui a été panthéonisée. Et puis on voit d'elle qu'une image pendant qu'elle était bien vivante, l'image d'elle vieille, on la connaît pas. Et c'est et malgré tout, quand on voit défiler ces noms, on se dit oui, cette personne m'est vraiment très lointaine. Simone Veil la catholique, Simone Veil la juive et la femme qu'on connaît. Et, et ce n'est pas et, la, et- mais malgré tout, euh, j'ai non pas de la pitié, de la peine pour elle, et- car si j'avais de la peine, ce serait pour elle et pour moi aussi en même temps. Et c'est par accident que j'ai pensé à elle, ou alors bah, vraiment par un concours de circonstances vraiment très spécial. J'ai de la peine pour Simon Veil, vieille, très vieille, et puis je peux me poser la question pour celle qui est morte il y a longtemps, l'autre, Simone qui l'a précédée,
Et puis, voilà. Et puis, j'avais une idée, comme ça, qui est venue. Quand on panthéonise quelqu'un, qu'est-ce qu'on amène de ce quelqu'un? Est-ce le corps en entier ou est-ce que uniquement les os? Je ne sais pas hein, quelles sont les dispositions. En tout cas, statifier, enfin, sur, comment dire, euh, traiter de la sorte ou pas, ça ne change rien pour le mort. Comme évidemment, je peux dire, ça changerait bien pour moi une fois mort que je serve de nourriture à quelqu'un que cela peut intéresser. Je ne sais pas, pourquoi pas, ce serait au moins faire preuve d'utilité. Là, c'est un propos, évidemment, comme la chose à laquelle je reste attaché, c'était cette idée de réduire le corps humain, liquéfier le corps humain ou je ne sais pas quoi, pour le rendre plus rapidement à la Terre, dans cette optique de quelque part, une sorte de recyclage accéléré des corps et ne pas attendre comment dire, le processus naturel de la décomposition. Et puis, quand on pense à tous ces gens qui partent en fumée, et ça fait un peu bizarre. Et c'est corps mort, soit mort, c'est pas un sujet qui est très. On est dégoûté un peu à l'avance. Le mot n'est pas le bon, mais j'en ai pas un d'autre. Dégoûté à l'avance par l'idée de sa propre mort et pas. Comment dire, on peut puis, on pense même pas au moment d'après, qui est celui de la décomposition et de la pestilence. On est juste dans le moment où on perd le contrôle, on est passif absolu, on est là sans capacité de réagir, sans capacité de faire quoi que ce soit, on est réduit à être un corps, totalement un corps qui va se modifier, qui va se transformer, mais, mais en obéissant à à sa loi la plus primordiale, c'est-à-dire euh, les réactions chimiques qui naissent, les, les, la, les choses qui se produisent soit en interne, soit par à l'aide, soit par l'intervention d'éléments externes, les choses qui sont là. Et alors que dire quand on a cette impression de ne pas maîtriser sa vie, comment que dire quand on meurt et que là on dit encore je ne maîtrise pas ma mort, je ne maîtrise ni ma vie ni ma mort, je ne maîtrise rien. Voilà, une drôle de fin. En tout cas, ça change des autres fins. Alors, il disait qu'il faut un peu varier les fins. Comme on disait, oui, hein, les motifs, la mort est causée par des facteurs différents, mais la mort est la même. On meurt on meurt, je ne sais pas de quoi, mais la mort est la mort. Peu importe la cause, la mort est la même. Quand on meurt d'une cause ou d'une autre. Alors non, c'était euh, soit un dicton, soit un morceau d'un poème, mais impossible à traduire. Et là, euh, voilà, on fait. Ah, pour l'instant, je fais des voyages, comme je dis, des voyages immobiles, des voyages limités. Je suis à ma place. Mes fesses sont dans la banquette et je suis à ma place. Et est-ce que je tiens toujours la même passe? Mes fesses, finalement, vont finir
par se mélanger à la matière synthétique de ma banquette. Et je ne sais pas s'il va y avoir un échange de composés ou de composants. Est-ce que je ne vais pas en partie finir par devenir euh, la banquette, et est-ce que la banquette va pas finir par acquérir une partie de ma matière, puisque finalement, là encore, le même problème que tout à l'heure, même chose, manière au lieu de matière au lieu de manière, non, manière au lieu de matière. C'est donc, ce n'est, voilà, c'est, voilà, une question un peu comme ça à la fin, sans raison. Voilà, c'est juste. Le voyageur immobile, étant entendu que je ne voyage même pas. Donc, c'est le non-voyageur immobile.